Bonjour à tous, merci de nous accueillir chez vous chaque semaine. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au chamanisme, ce savoir ancestral qui trouve un écho de plus en plus important au cœur de nos sociétés actuelles. Alors, phénomène de mode ou véritable thérapie? Comment fonctionne le chamanisme et que dit la science à ce sujet? C'est à toutes ces questions que nous allons tenter de répondre autour d'experts passionnants. Et en première partie, nous recevrons la réalisatrice In Medeb qui vient de rentrer du Soudan où le peuple et les femmes se dressent avec courage pour la justice et la paix. C'est parti pour une demi-heure qui fait du bien. In Medeb, bonjour. Vous êtes réalisatrice de documentaires. Vous revenez tout juste du Soudan où vous avez commencé à tourner un film, un documentaire sur la révolution soudanaise. Alors, on a été très touchés par vos témoignages assez bouleversants d'humanité. Il nous paraissait urgent de vous inviter et vous donner la parole dans l'émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Romuald Leterrier, bonjour. Alors vous êtes chercheur en ethnobotanique et spécialiste du chamanisme amazonien. Se souvenir du futur, c'est le titre de votre livre qui m'a subjuguée et que vous avez coécrit avec vous, Jocelyn Morisson. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes un habitué de la maison, vous êtes journaliste scientifique, pour nous aussi. Vous vous êtes intéressé de très près aux états modifiés de conscience et donc au chamanisme. Alors avant de comprendre pourquoi le chamanisme attire de plus en plus le monde urbain, eh bien, je propose de partir prendre des nouvelles du Soudan avec In Medeb qui était sur place il y a encore quelques jours. In Medeb, alors vous étiez journaliste dans une autre vie, maintenant vous consacrez toute votre énergie à réaliser des documentaires indépendants. Alors là, vous étiez à Khartoum il y a quelques jours, vous étiez en train de filmer votre documentaire La Révolution soudanaise. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour nous en parler, nous informer sur ce qui se passe là-bas. Qu'est-ce que vous avez vu? Alors j'aimerais commencer par dire que c'est une révolution pacifique pour une transition démocratique, pour sortir de 30 ans de dictature. Donc c'est quelque chose de très important qui est en train de se passer au Soudan. Je vais vous donner un peu de contexte. Les Soudanais ont essayé plusieurs fois de renverser la dictature, ils n'y sont pas arrivés. Et là, depuis le mois de décembre, les manifestations se sont intensifiées jusqu'au mois d'avril. Et ils ont réussi à faire tomber le dictateur Omar el-Béchir au mois d'avril dernier. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Parce qu'une fois que ce dictateur est tombé, les généraux, les milices paramilitaires, tous ceux qui officiaient déjà du temps de l'ancien dictateur sont en train d'essayer de remplacer l'ancienne dictature par une nouvelle dictature. Et donc les Soudanais, qui sont très intelligents, très organisés, un peuple incroyable que j'ai rencontré, ils ont fait quelque chose d'assez fou, c'est qu'ils ont décidé d'occuper tout le quartier devant le ministère des Armées pour demander que leur révolution aille jusqu'au bout, pour demander que la passation du pouvoir aux civils. Et pendant 50 jours, ils ont réussi à tenir ce sitting en dormant sur place jour et nuit. Et malheureusement, le 3 juin dernier, les milices paramilitaires ont attaqué par surprise à l'aube le matin et ils ont brûlé les tentes dans lesquelles les gens dormaient encore. Ils ont violé des femmes, tué des gens, jeté les cadavres dans le Nil. Et donc, on a assisté à un massacre qui a d'abord plongé tout le monde dans une terreur, particulièrement donc, dans la capitale, à Khartoum, où les gens n'osaient plus sortir de chez eux. Mais ce qu'il faut dire, parce qu'on est dans l'info qui fait du bien, oui, c'est que au-delà du contexte non, mais c'est que ça y est, les Soudanais de nouveau sont en train de ressortir dans la rue. Ça a repris hier le 20 juin, des manifestations dans tout le pays. Et là, ils sont en train de préparer la marche des millions, donc des millions de gens qui vont marcher vers Khartoum. Ça va être le 30 juin prochain. Et ils ne lâchent rien, les Soudanais. Alors, au-delà du contexte politique, vous me disiez que vous aviez été bouleversée aussi par les rencontres faites là-bas. Racontez-nous. Bah oui, justement, parce que j'ai eu la chance d'être sur ce sitting démocratique qui n'existe plus aujourd'hui, dont vous voyez les images autour de nous que j'ai tournées. Vos images, hein, merci. Voilà, que j'ai tourné là-bas. Et en fait, sur ce sitting, j'ai assisté à énormément de solidarité. C'était la période du Ramadan. Les gens cuisinaient chez eux, apportaient des plats et les distribuaient gratuitement. Les gens mangeaient tous ensemble. Ils ont créé une librairie dans laquelle on ne pouvait pas acheter des livres, mais on pouvait venir donner des livres et les consulter sur place, parce qu'il y avait cette soif de lecture
énormément de livres étaient interdits du temps de la dictature. Et puis, il faut savoir qu'au Soudan, il y a 3 millions d'enfants des rues, orphelins de toutes les guerres qu'il y a eu, la guerre civile au Darfour, dont vous avez sûrement entendu parler. Et pour les enfants des rues, les Soudanais ont créé une école sur le sitting, une tente qui leur était consacrée. Les artistes aussi se sont organisés tous les soirs, il y avait des concerts. Ils ont fait une fresque commune qu'ils allaient exposer, qui faisait 6 km de long, où les gens étaient invités chaque soir à venir participer à cette fresque, faire un petit bout de cette fresque, et à la fin, ils allaient tout accrocher. Donc, sur les murs, partout dans le sitting, les gens ont peint des peintures extraordinaires qui, malheureusement, c'est la première chose que les militaires ont fait, c'est de mettre le feu à la librairie, d'effacer les dessins qui étaient sur les murs. Mais c'est vrai que j'ai été impressionnée par autant de solidarité et autant d'ouverture d'esprit aussi, parce que les gens refusent le racisme et la religion intégriste qui avait été mise en place par la dictature. Ils disent que chacun doit être libre de choisir sa religion, parce qu'il faut savoir qu'au Soudan, il y a aussi des chrétiens, des animistes. On parle 240 dialectes, il y a des ethnies, toutes sortes d'ethnies qui sont différentes, qui ne sont pas forcément arabes, mais africaines. Voilà, donc les slogans sur ce sitting, c'était notamment « Nous sommes tous Darfouris », pour justement casser l'idéologie du régime qui voulait monter les gens les uns contre les autres pour pouvoir rester au pouvoir. Formidable. Alors, les femmes sont à la tête des protestations. Elles risquent leur vie, puisqu'elles descendent dans la rue et elles sont en première ligne. C'est la première fois que les femmes tiennent un tel rôle. Je dirais que c'est la première fois qu'elles sont aussi soutenues par les hommes. C'est-à-dire que les femmes soudanaises du temps de la dictature, la charia était dans la Constitution, donc pour le droit, donc elles étaient considérées comme des éternelles mineures. Ce qui voulait dire qu'elles étaient sous l'autorité du père, du grand frère, du mari. Elles n'avaient pas le droit de porter de pantalon, il fallait qu'elles mettent le voile. Et si elles se faisaient prendre par la police des mœurs, elles pouvaient prendre des coups de fouet, avoir une amende. Et donc, pourquoi est-ce qu'elles sont à la tête des manifestations? C'est parce que, plus encore que les hommes, elles sont déterminées, elles veulent que cette révolution pacifique réussisse, parce qu'elles demandent l'égalité des droits. Et elles sont soutenues par les hommes qui manifestent avec elles et qui sont d'accord avec leurs revendications. Et il y a une femme en particulier, une icône, oui, qui s'est distinguée. Elle s'appelle Ala Salah. Elle a 22 ans, elle est étudiante en architecture et c'est un peu par hasard qu'elle s'est mise à représenter toutes les femmes soudanaises de la Révolution. Elle est montée sur une voiture, le dictateur n'était pas encore tombé et elle a commencé à chanter des chants révolutionnaires en disant « Vous nous tuez au nom de la religion, vous nous persécutez au nom de la religion, mais on le refuse, on ne veut plus de ça. » Et en fait, elle portait une robe traditionnelle blanche, elle était très très belle. Et donc, cette image, cette vidéo a fait le tour du monde. Et elle a été interviewée par toutes les télévisions du monde. Et aujourd'hui, à tel point que les Soudanais eux-mêmes disent « La révolution soudanaise est une femme ». Magnifique. Alors, comment vous aidez très concrètement Inde Medeb? Alors, les Soudanais en exil, 37 Soudanais en exil assez célèbres, des cinéastes, des artistes, des hommes politiques qui sont réfugiés en Europe, ont lancé un appel, l'appel pour rompre le silence. Et donc, en fait, vous pouvez signer cette pétition. On voit à l'antenne, là, oui, à l'instant. Voilà. Sudanese Revolution. Ça marche vraiment, ce genre de pétition? Alors, en tout cas, ça apporte énormément de réconfort aux Soudanais. Il faut dire que les Soudanais n'ont plus Internet depuis 3 semaines. Ils se sentent coupés du monde. Et le fait de savoir que des citoyens ordinaires comme vous et moi s'intéressent à leur combat, les soutiennent, eh ben, ça leur amène énormément de courage et ça leur donne envie de continuer. Donc signer cette pétition, c'est aussi une manière de mettre la pression sur l'Union européenne, sur la communauté internationale, pour qu'on ne soutienne pas ces militaires, mais qu'on soutienne ce peuple pacifique qui demande simplement une transition démocratique. Et qu'on embrasse à CNews. Merci Inde Medeb. Alors comment s'inspirer de la philosophie chamanique? Peut-être ouvrir le champ des possibles, et pourquoi pas, dans notre vie quotidienne. Eh bien on en parle tout de suite avec des experts en la matière. Merci. Romuald Le Terrier. Alors avant d'écouter avec attention l'enseignement que vous avez reçu de Don Ernesto, ce chaman amazonien que l'on retrouve dans votre livre, Ce souvenir du futur, Jocelyn Morisson. Alors ça fait une vingtaine d'années que vous explorez les thèmes qui lient philosophie, science, spiritualité. Vous vous êtes intéressé au chamanisme. Alors avant toute chose, est-ce que vous pouvez revenir sur la définition du chaman qui à la fois fascine et fait peur?
Oui, le chaman, c'est l'homme médecine en fait. Le chaman, c'est un terme qui vient de la tradition sibérienne, mongole, etc. Mais à l'origine, le chaman en Amazonie notamment, on ne l'appelait pas comme ça, on l'appelle simplement un homme médecine. Et en Afrique également d'ailleurs. Hein. Donc c'est quelqu'un qui est là pour soigner les corps et les âmes. C'est là où nous, occidentaux, on diverge, parce qu'effectivement, il y a une pratique de plantes médicinales, il y a une pratique avec une pharmacopée traditionnelle, disons, mais il y a aussi une intervention auprès du monde invisible. Et effectivement, ça, c'est ce qui peut-être aussi intéresse justement les Occidentaux que nous sommes, qui sont perdus en fait à cause d'une espèce de crise de sens. Et peut-être qu'eux ont des clés pour nous permettre de retrouver du sens à la vie finalement. Alors hier on plaisantait sur les chamans, aujourd'hui ils ont le vent en poupe. Cécile de France incarnera très prochainement un rôle de chaman sur grand écran. On parle aussi de Sting, d'Amélie Nothomb, mais deux artistes qui affichent leur fascination. Alors d'après vous, qu'est-ce qui les séduit ? Chez les artistes ? Les artistes, et puis le fait que, voilà, aujourd'hui, on parle de plus en plus, enfin, c'est intégré dans notre vie quotidienne. Pour le monde occidental en général, je pense qu'il y a vraiment deux raisons fortes. C'est que nous, on s'est coupé de notre lien à la nature, quoi, fondamentalement, et c'est pour ça que et la société, et la nature, et la planète vont si mal, finalement. On s'est complètement coupé de ce lien qui, par définition, est naturel avec notre environnement, avec le vivant, avec les plantes, avec les animaux, etc. On voit qu'il y a des polémiques en permanence par rapport au sort qu'on réserve aux animaux, notamment. Donc ça, c'est la première chose. Cette coupure-là, je pense qu'elle est dramatique, et on se rend compte qu'il faut en quelque sorte faire un pas en arrière d'une certaine manière, en tout cas retrouver le sens de ce lien. Mais il y a le deuxième niveau que j'évoquais juste avant, qui est justement ce lien avec l'invisible. C'est-à-dire que pour eux, pour les peuples premiers, pour les chamans en particulier qui sont l'intermédiaire, on est entouré de force et d'énergie, donc jusque-là on suit, mais aussi d'esprit. Et là, l'occidental dit non, esprit, moi, j'y crois pas. Donc, ou alors, il faut être un religieux. Mais en tout cas, pour le chaman, il est un intermédiaire entre le monde des humains, le monde des êtres et le monde des esprits. Donc, c'est aussi bien les esprits des ancêtres que les esprits du vivant, les esprits des plantes, les esprits des animaux, les esprits de l'écosystème dans lequel ils sont, l'esprit de la planète et même l'esprit du cosmos. Donc je pense que voilà, on sent une espèce d'appel intérieur finalement ici dans nos contrées modernes pour retrouver ce sens-là, le sens de ce lien-là, quoi. Romuald Le Terrier, alors ce souvenir du futur, c'est un livre qui révolutionne notre mode de pensée. Il établit des points entre la science moderne et puis le savoir chamanique. Alors on est en 2008, vous partez en Amazonie, rencontrer Don Ernesto, ce chaman, qui va à jamais changer votre vision du monde, peut-être même l'élargir lorsqu'on vous lit. Quels sont les points essentiels qui vous ont marqué et qui pourraient nous inspirer aujourd'hui dans ce monde moderne? Oui, j'ai rencontré Don Ernesto en 2008, donc sur le Rio Caleria, en Amazonie péruvienne, parce que j'avais entendu parler de lui dans d'autres communautés indiennes. On disait qu'il était capable d'aller chercher de l'information dans le futur. Alors moi, ça m'a complètement fasciné, interloqué quand même, et je me suis dit, il faut que j'enquête. Donc je suis allé sur le terrain, j'ai rencontré Don Ernesto, on est devenus très amis très vite, et puis je me suis rendu compte en fait que pour lui, la nature, l'univers est productrice en permanence de synchronicité. C'est-à-dire qu'il avait des synchronicités en permanence, et il expliquait en fait qu'on pouvait avoir un dialogue avec le réel, et que le réel était capable en fait d'établir des réponses aussi à nos questionnements en permanence. Alors il avait aussi une autre spécificité, c'était qu'il arrivait à créer des rêves prémonitoires, et ça c'est la partie qui était pour moi la plus intéressante, parce que directement pratique. Et donc, j'ai appris cette technique. Donc, c'était quelque chose de très, très simple. Je vais vous donner un exemple. Il disait de sélectionner une image, une situation ou un personnage d'un rêve, lorsqu'on se réveille, et puis de demander à voir se manifester dans la réalité cette image qu'on a sélectionnée. Alors, moi, la première fois que je l'ai fait, j'avais fait un rêve avec un jaguar qui posait sa main sur un tas de pièces d'or, enfin sa patte plutôt, sur un tas de pièces d'or. Et cette image m'avait vraiment interpellé. Donc je l'ai conservée. Et 3 semaines après, je suis retourné en zone urbaine à Pucallpa, une grande ville amazonienne péruvienne. Et en me baladant au détour d'une rue, je tombe sur un grand panneau pour une banque péruvienne avec un jaguar qui posait sa patte sur un tas de pièces d'or. Lorsque j'ai repensé à mon rêve, parce que j'ai fait le lien immédiatement, j'ai repensé à mon rêve, Ernesto disait que le fait de se souvenir modelait le rêve dans le passé. Donc en fait, il arrivait par une boucle de rétroaction. Vous êtes en train de dire qu'on peut matérialiser finalement? On peut donner un contenu à un rêve à partir du futur dans le passé. Oui. Voilà. C'était son enseignement principal. Vous appelez la rétrocausalité dans votre livre. Voilà, la rétrocognition, c'est-à-dire vraiment un acte cognitif qui
fait un bouclage à travers le temps, en fait. Voilà. C'est quoi la synchronicité? Alors, c'est... allez-y, vous allez mieux La l'expliquer que moi. synchronicité, c'est ce qu'on appelle une coïncidence significative, mais c'est plus qu'une coïncidence, parce qu'en fait, on a des phénomènes où la synchronicité est tellement forte que c'est comme une forme de magie. C'est-à-dire que vous avez un questionnement, une intention particulière, et vous avez une synchronicité qui se manifeste dans la réalité et qui emprunte justement à la fois des éléments psychiques et à la fois des éléments physiques. Donc ça fait une sorte de réalité unitaire, en fait, entre psyché et... Qu'on pourrait appeler aussi ce que les gens appellent beaucoup les signes. Exactement. Et d'ailleurs, Ernesto appelait ça la science des signes, parce que le mot synchronicité n'était pas connu à Ernesto, bien sûr. Alors, on ne peut pas parler de chamanisme sans parler des états modifiés de conscience, ces états, finalement, qui nous permettent... paraît-il, de se relier du microcosme au macrocosme. C'est ça, de se sentir plus heureux, c'est ça? Oui, oui, complètement. Ce qu'on peut dire sur les états modifiés de conscience, c'est qu'il y a plusieurs modes d'induction. En fait, selon les traditions, selon les peuplades, ça va être soit des décoctions à base de plantes, des choses comme ça, donc le fameux ayahuasca, qui est propre à l'Amazonie, hein, mais on a aussi des inductions de transe à partir de sons, à partir de tambours, notamment de rythmes, parce qu'on sait que ça provoque des ondes qui finalement se mettent en synchronisation avec les ondes cérébrales. Donc c'est une autre façon d'induire la transe. On peut aussi induire la transe à partir de respiration particulières, comme d'hyperventilation, ce genre de choses. Donc selon les traditions, il y a différents modes d'induction de la transe. Mais en fait, je pense que Romuald va me confirmer que le but est le même. C'est-à-dire qu'on doit accéder au même niveau, qui est justement le monde des esprits. Donc c'est pas pour se connecter seulement au grand tout, c'est ça, c'est pour se connecter à la partie invisible. Oui, voilà. C'est ça. Alors est-ce qu'il est possible, parce que ça c'est une question qui me taraude, d'atteindre ces états modifiés de conscience sans moyens artificiels? Est-ce qu'on ne doit-on pas vivre dans notre réalité, dans notre vie quotidienne? Parce que on entend beaucoup de gens aujourd'hui qui essayent, qui testent beaucoup de moyens artificiels, comme l'ayahuasca d'ailleurs, qui est interdite en France. Si je peux me permettre, c'est deux questions différentes, parce que on peut faire ça donc à partir de moyens naturels, comme je l'ai dit, à partir de sons simplement d'induction, à partir de tambours. On va dire que c'est un moyen naturel. Bien sûr. Même si le tambour, on ne peut pas le faire rentrer dans le scanner pour étudier ce qui se passe dans le cerveau. Bon, c'est juste un mode d'induction. La respiration, c'est pareil. Ensuite, quand on prend des substances, c'est autre chose. Effectivement, là, il y a un danger. Et là, Romuald va insister, je pense, là-dessus, parce qu'effectivement, il y a un danger de contextualiser en fait une pratique chamanique qui est liée à un contexte culturel bien établi, historiquement établi, etc. Et donc, si on amène ça en Europe, ça n'a plus rien à voir. Alors, il y a quelque chose qui est quand même très intéressant à savoir, c'est que par exemple, il y a quand même une convergence entre des pratiques qui sont, on va dire, presque opposées, c'est-à-dire soit l'accession au monde des visions par le tambour, la musique, ou d'autres stimulations, ou aussi les plantes visionnaires comme l'ayahuasca ou d'autres breuvages amazoniens, c'est qu'on atteint quand même une réalité visionnaire unitaire. Moi, j'ai un ami qui avait travaillé à la fois en Amazonie, donc sur l'ayahuasca, et ensuite qui allait travailler chez les Tamang au Népal, avec eux qui ont une tradition au tambour. Lorsque la transe est survenue dans les deux cas, le monde visionnaire était le même. C'est-à-dire qu'on accède au même monde de vision. Et je pense d'ailleurs que chaque tradition, on va dire, son portail d'accès à cet univers visionnaire, qui est pour moi quand même une réalité assez unitaire. Alors le problème de l'ayahuasca, c'est qu'effectivement, il faut utiliser l'ayahuasca et d'autres substances. Donc c'est une plante, hein, c'est ça? C'est un breuvage. Oui, c'est un breuvage, c'est un mélange qui nous permet de rentrer en transe. C'est ça. Pour bien expliquer. Voilà. Il faut quand même être prudent, parce qu'il faut que ça soit fait avec un vrai chaman. Je pense, dans son milieu culturel. Donc c'est dangereux. Oui, ça peut être dangereux, bien sûr. De toute façon, c'est interdit en France. Hein. Oui, il faut faire attention. Exactement. Parce que si vous êtes mal encadré, il y a quand même des risques, évidemment. Et puis, il faut savoir quelle motivation on va avoir aussi par rapport à cette expérience. Parce que si on est uniquement dans un but récréationnel, ce qui est rarement le cas, mais même aussi dans l'idée de se dire, c'est une nouvelle expérience spirituelle, je veux absolument essayer. Je pense que ce n'est pas une bonne démarche. Il faut vraiment se dire pourquoi je vais le faire. Parce que ça a quand même profondément, le tourisme néo-chamanique depuis une quinzaine d'années, a profondément modifié l'équilibre des cultures traditionnelles et tribales en Amazonie. Quand même. C'est une réalité. Alors on parle beaucoup aussi de ces chamans, thérapeutes chamans modernes, et de plus en plus. Est-ce qu'on peut leur faire confiance ? On dit d'ailleurs, j'ai lu dans la presse, premier chaman officiel. Est-ce qu'on peut être français et chaman du jour au lendemain? Parce qu'on est parti, je ne sais pas, moi, pendant 2 mois, faire un stage avec des vrais chamans. Alors, on a connu ça, nous, au début du phénomène, il y a une vingtaine d'années. Il y a effectivement les Occidentaux qui ont fait une formation sérieuse avec des chamans et qui connaissent la médecine amazonienne. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont allés faire quelques cérémonies et qui se sont autoproclamés chamans, thérapeutes. Et il faut faire attention.
Il faut toujours. Moi, je pense que le maître mot, c'est la prudence. Il faut avoir le discernement de se dire avec qui je travaille, comment je le fais, où je le fais. Il faut quand même le rappeler qu'en France, c'est interdit. Donc, le mieux, c'est en Amazonie. Mais aussi en Amazonie, il faut faire attention. Parce que ça a généré quand même un véritable business. Et aussi, donc, il y a aussi des gens qui sont pas compétents, quoi. J'ai une dernière question, Romuald Le Terrier, Jocelyn Morisson. On a entendu le témoignage d'In Medeb et de la situation dramatique au Soudan. Quel est, selon vous, le moyen le plus rapide pour accéder à un monde en paix? Et est-il possible de changer les choses en s'ouvrant au monde des synchronicités? Oui. Je pense que, et là c'est tout le rôle des médias, et je trouve d'ailleurs que cette émission est complètement dans cette dynamique, c'est-à-dire de proposer, je pense, une nouvelle forme de médiatisation au public, une médiatisation positive, mais aussi sur la perspective, c'est-à-dire de donner aux gens des perspectives positives pour l'avenir. Nous, avec les synchronicités, on reçoit des informations du futur, hein, c'est le protocole qu'on a mis en place, et on s'aperçoit que souvent le futur, on a tendance presque instinctivement à le voir comme quelque chose de négatif. Est-ce que les Soudanais vont réussir leur révolution? Voilà, Vous pouvez dire ça la prochaine fois? Ça serait super. On va l'investiguer. Mais finalement, c'est nous qui créons le futur de ce que vous nous dites. Hein. Bien sûr. On est co-créateurs. On est co-créateurs du futur. C'est ce que pensent les Soudanais. C'est ce qu'ils disent, hein, vraiment. Ils disent on n'a que notre voix contre des armes. Mais notre voix. Et c'est pour ça que c'est pour ça qu'ils ont du courage, parce que justement ils se sentent comment dire, habités voilà. par le côté comment dire. Pour eux c'est normal et ça doit arriver et ils ont droit à ça. Mais alors justement, est-ce qu'il faudrait visualiser la paix par exemple pour que ça puisse dites-nous, donnez-nous des clés là. Alors il reste 50 secondes. Ça y contribue, ouais, l'intention, la focalisation de l'intention. Focaliser son attention et puis le faire collectivement. C'est là où les médias sont importants. C'est-à-dire qu'on peut imaginer des nouveaux médias qui vont justement potentialiser les intentions des gens. Génial. Et avoir des informations qui reviennent du futur de ces intentions, justement. Eh ben, c'est formidable. Pourvu que cette émission dure alors. Et comme ça, on pourra encore vous recevoir sur le plateau. Merci pour vos témoignages. In Medeb. Alors, le 26 juin, il y a une projection exceptionnelle à la Gaîté Lyrique. C'est votre dernier documentaire qui vous a valu la reconnaissance du métier, mais aussi du grand public. C'est Stalingrad. Paris-Stalingrad. Paris-Stalingrad. Et le héros est soudanais. Exactement. Et donc, vous avez rencontré des poètes soudanais aussi. C'est un merveilleux documentaire. Merci d'être venu. Et puis, n'oubliez pas la pétition. Romuald Le Terrier, Jocelyn Morisson, Se souvenir du futur. C'est le livre qu'il faut apporter en vacances. Hein. Si on veut créer des super belles vacances, eh bien ça commence maintenant finalement. Il y a toutes les clés. Je vais l'offrir à tous mes amis soudanais. Merci. En tout cas, si vous êtes à table, eh bien bon appétit à tous et à la semaine prochaine avec bonheur.